Mes chers camarades et camarades, bien le bonjour. Vous êtes sur la chaîne Sam Agriculteur Indépendant et Sam c'est moi. Alors dans cette vidéo, je vous propose d'aller prendre l'air un petit peu au milieu d'une météo plus clémente aujourd'hui pour faire un petit tour de plaine sur la deuxième ferme. Donc allez voir les levées des fameux semis qu'on a vus dans la vidéo d'automne. Parler un petit peu de ces couverts végétaux qui sont un peu différents, vous le verrez, des couverts sur l'autre ferme où on ira conclure dans une parcelle de couverts cette vidéo. Je vais vous parler dans cette vidéo des CSP, les fameux entretiens stratégiques, vous savez, dont on vous met la pression à peu près tous les jours, parce qu'il faut quand même que je vous parle un petit peu de ce qui m'agace. Et puis on parlera un petit peu des insectes, le piégeage des pucerons, et on parlera aussi de désherbage, puisque je sais que dans beaucoup de régions, c'est très compliqué, pour ne pas dire une galère sans nom. Alors, si ça vous intéresse, et que vous avez envie de changer un petit peu d'air, vous êtes les bienvenus, et on est parti. Alors on est parti pour cette vidéo les amis, ça va nous faire du bien de prendre un peu l'air, en tout cas me concernant, puisqu'on a enchaîné beaucoup de journées de bureau, on a terminé notre document Phytosol hiver pour nos partenaires, donc ça on est soulagé parce que c'est toujours une grosse période très intense, surtout avec tous les aspects qu'il y a à prendre en compte aujourd'hui, notamment les aspects réglementaires qui nous bouffent un temps incroyable. On va aussi prendre l'air aujourd'hui car il y a un peu une météo clémente puisque comme dans beaucoup de régions de France, on enchaîne les journées où il pleut parfois beaucoup, parfois pas beaucoup, mais en tout cas il pleut à peu près tous les jours, ce qui ne nous a pas permis ici, avec les 160 mm que nous avons pris, ce qui n'est pas énorme, je sais, par rapport à certaines régions qui sont à plus de 300 mm. Et sincèrement, je voudrais vous dire à quel point je pense à tous ceux qui sont touchés par ces extrêmes météo, que ce soit les tempêtes avec des dégâts incroyables occasionnés sur des installations, du matériel, etc. La pluie, évidemment, beaucoup de régions qui n'ont même pas fini d'arracher les pommes de terre ou les betteraves, et donc évidemment qui n'ont pas semé de blé ou alors très peu. Alors nous, il nous reste une quarantaine d'hectares de blé à semer, donc les fameux hectares de blé de tournesol dans les cailloux. Alors il nous manque pas grand chose pour y accéder, donc on ira voir la parcelle, les parcelles pour vous montrer comment elles ont résisté par rapport aux structures que nous avions construites juste avant, si vous vous rappelez, dans la dernière vidéo des travaux d'automne. On ira voir les levées d'escourgeons et la seule parcelle de blé que nous avons fait ici. Donc là on est sur la ferme secondaire et on démarre donc dans une parcelle de couverts végétaux qui ressemble aux 35 autres hectares que nous avons ici en couverts végétaux. Il y en a encore 35 sur la ferme principale, on ira en voir une pour conclure cette vidéo. Donc vous dire que comme sur la ferme principale, les couverts sont évidemment moins développés, vous verrez tout à l'heure, dans la ferme principale, ils sont aussi grands que moi, je fais 1m75. On a évidemment la floraison de quelques crucifères, mais vous voyez, c'est encore faible. On a l'ensemble du mélange qui s'exprime, et surtout les amis, et on fera une vidéo dédiée là-dessus bien sûr, mais surtout, ils sont propres. Ils sont propres. Ils sont propres. C'est-à-dire qu'on peut voir actuellement, alors pas ici, parce qu'il y a très peu de couverts qui sont faits dans ma région, mais même sur les routes, on voit déjà des couverts broyés, etc. Bon, quand on constate, ils étaient déjà arrivés un peu en fin de vie, semés sûrement extrêmement tôt, et évidemment, ce sont des tapis de repousse de céréales, de vulpins, de raigrats, etc. Donc vous voyez que la méthode qu'on essaye de transmettre sur cette chaîne depuis plusieurs années maintenant, 2 ans, on les a fêtés il y a quelques jours là, bien quelque part, c'est une réalité. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le fait d'attendre un petit peu, de faire un travail préalable pour que les repousses éventuelles lèvent, évidemment, il faut un petit peu d'humidité, c'est important. Mais en tout cas, on se rend bien compte que c'est efficace et surtout qu'on a une vraie rupture dans l'assolement. Et c'est quand même ça le plus important, c'est d'avoir à un moment donné un couvert qui soit propre pour vraiment faire cette rupture que l'on cherche tous à faire dans des assolements qui sont de plus en plus étroits. Et puis avoir une expression réelle des couverts. Alors, à couvert égal, je l'ai déjà dit, on fera une vidéo dédiée là-dessus, mais on voit quand même des expressions très différentes. Et ça, sincèrement, les amis, observez vos couverts en ce moment, ça traduit beaucoup de choses sur votre sol. L'expression plus ou moins forte des légumineuses, les facélies, voilà, toutes ces plantes-là. Et quand on arrive à tout avoir, ce qui, pour être franc, n'était pas le cas les premières années, c'est toujours quelque chose qui demande du temps, mais c'est très important. Voilà. Alors je vous propose d'aller voir les semis. On va donc parler des insectes, c'est très important, surtout en ces périodes où on ne peut pas intervenir, donc il ne faut pas aller se rendre malade à observer les pièges, mais en tout cas c'est quand même important. Alors moi, j'ai pas mis de piège encore, pour être franc, car les pluviométries annoncées,
me rassurait sur les présences d'insectes, mais aussi sur la durée des pièges, hein, parce que quand il pleut comme ça tous les jours, les pièges ne durent pas longtemps, donc j'en ai qu'un sur la ferme principale, à côté de la ferme justement. Mais pour l'instant, pour être franc, je n'ai pas piégé de pucerons notamment, et je ne vois pas encore, je dis bien, des cicadelles qui se promènent. Mais on va aller voir l'élevé des escourgeons dans la parcelle où nous avions laissé un témoin, si vous vous rappelez, où le semis ne me convenant pas, j'avais stoppé le semis pour passer un passage d'outils au préalable, ce que j'ai fait dans toutes les parcelles d'escourgeons, et vous allez voir la différence. Allez, on y va. Alors, je vais vous faire un petit gros plan justement pour bien montrer les choses, hein, comme toujours sur cette chaîne. Donc on est dans un mélange à 9 plantes minimum, hein. On avait rajouté même un peu de maïs, là on en voit, des restants de tournesol, hein, des choses qui traînent parfois. Donc il est un petit peu moins haut forcément, il fait un bon 1,50 m par rapport au site principal. Il a été semé vers le 25-27 août, quand sur l'autre ferme on avait semé quelques jours avant, hein, je crois le 20-22 août. Donc là on retrouve bien l'ensemble des plantes, et c'est ça qui est le plus important, hein, l'expressivité des plantes. Hein, donc on retrouve la moutarde d'Abyssinie, on retrouve la moutarde brune, on retrouve du tournesol, on retrouve la vesse, on retrouve de la gesse, on a de l'avoine rude ici, hein, qui a été aussi mis dans le mélange, on a le lin, on retrouve la facélie, hein, qui est ici, voilà par exemple. On retrouve, bon, comme je le disais, le maïs qui est un peu carencé, hein, on voit que... Voilà, il aurait besoin un petit peu d'autre chose que ce qu'il a à disposition, hein, avec la concurrence. On a du radis fourragé, bien sûr. On a du radis structurant qu'on va trouver quelque part là autour, voilà, ici. Hein. Donc bref, c'est un mélange qui s'exprime, et on retrouve des couverts comme on les faisait il y a 5-7 ans. Alors je vous le dis bien évidemment, et vous le savez, c'est la présence d'humidité qui a permis ça. Mais dans la stratégie toujours de laisser repousser avant, on a surtout, et c'est très important, des couverts qui sont propres. Et là, ici, on n'est pas dans des limons du tout, hein. On est dans des sols très superficiels, très caillouteux. Hein. C'est ça, pour nous, le plus important. C'est que l'ensemble du couvert s'exprime sans la concurrence et sans la présence des ravageurs liés à nos plantes que l'on fait tout le reste de l'année. C'est pour ça que ça vaut le coup d'attendre. Tous ces côtés, je sème au cul de la batteuse, j'ai un couvert très vite derrière. Ça donne sans doute un sentiment valorisant, mais dans la réalité des faits, pour nous, ça n'est pas efficace. En tout cas, ce n'est pas ce qu'on cherche, nous, à faire, et notamment d'avoir cette protection hivernale. Mais on en reparlera dans une vidéo dédiée, parce qu'il y a beaucoup à dire. Voilà les amis, on continue. Alors nous sommes arrivés dans les parcelles d'escourgeons, en espérant que la météo me laisse terminer cette vidéo. Je me mets face au vent, mais aussi face au peu de soleil qu'il y a, pour que vous ayez la lumière, pour bien voir les cultures, car c'est ça le plus important. On va parler de la qualité des semis, bien sûr. On va parler du désherbage, mais on va aussi commencer par parler des insectes. Alors à l'automne, il y a de la surveillance à avoir sur vos semis de céréales, puisque, comme je le disais l'année dernière, il y a 2 insectes qui sont concernés, hein, pour nous poser problème. Les cicadelles, qui sont des petites sauterelles toutes petites, on va dire ça, que vous pouvez voir en marchant dans vos parcelles, qui vont sauter devant vous, s'il y en a. La présence se fait plutôt au jugé, il n'y a pas vraiment de piège efficace, on peut mettre des gamelles jaunes, mais bon, c'est un petit peu, voilà, c'est vraiment hasardeux. Ce sont des insectes qui travaillent un peu par rond, hein, donc qui vont transmettre des maladies à vos céréales, notamment la maladie du pied chétif, où en fait on s'en aperçoit pas tout de suite, mais plus tard en saison, la culture reste chétive justement pour le coup, et souvent ne monte pas forcément à épiaison, et ça procède par rond plus ou moins important. Hein, donc là, ça veut dire que si vous avez ça au printemps, c'est que vous avez eu une attaque que vous n'avez pas vue de cicadelles. Alors les cicadelles sortent quand le soleil se lève, là comme ça, un petit peu de chaleur, hein, des temps doux, hein, ça les favorise quand même. Ne pas croire que parce qu'ils gèlent, ça les arrête, tout comme les pucerons, qui eux sont des insectes piqueurs, hein, qui vont, comme la cicadelle, transmettre pour le coup là un autre virus que l'on va appeler la jaunisse nanisante, alors qui va avoir un impact justement sur la culture, en ayant un impact de jaunissement de la culture. Alors ça, c'est pas le plus grave, mais ça gêne évidemment la photosynthèse, et on a souvent un impact assez fort, hein, sur le rendement, qui peut être de 10, 15, voire plus, hein, en termes de quintaux. Ne pas vous dire que parce que vous avez des pucerons dans une parcelle, vous en avez forcément dans celle d'à côté. Hein, donc là, on a 2 parcelles côte à côte. Ne pas se dire ça, car il y a un lien lié à l'appétence de la céréale, de la variété notamment. Hein, donc il se peut très bien que 2 parcelles de blé de variétés différentes n'aient pas la même présence de pucerons. Donc le puceron s'observe d'aujourd'hui, du semis on va dire,
jusqu'en février. On peut très bien avoir des attaques tardives de ces insectes-là qui peuvent avoir des préjudices très très importants. Alors évidemment, la solution, c'est on se baisse, on regarde les plantes une à une, on fait comme ça, on voit si ça saute au niveau des insectes, on regarde sous les feuilles, mais c'est pas toujours très simple. Et ils peuvent très bien ne pas être là au moment où vous venez. C'est aussi ça la réalité. Donc il y a la solution du piégeage. Alors comme je le disais, la cicadelle c'est plus au jugé lorsque l'on marche dans les parcelles, on vient plutôt l'après-midi et c'est là qu'on va voir si ça saute beaucoup. Si à chaque pas que vous faites vous voyez une ou deux cicadelles sauter, vous êtes quand même en présence forte. Toute intervention avec un insecticide, qu'il soit d'ailleurs biologique ou chimique, doit se faire en présence des insectes. Pour la majorité en tout cas des insecticides utilisés, car il y a des insecticides plus coûteux, mais qui ont des effets sélectifs très intéressants, mais qui vont avoir un effet sur le puceron, mais pas forcément sur la cicadelle. Donc, et qui ont une rémanence sur le puceron d'une vingtaine de jours, mais vous allez plutôt utiliser un insecticide qui va faire les deux, car souvent la présence des deux se voit. S'il y a présence de l'un, parfois il y a présence de l'autre aussi. Donc c'est plutôt ce que l'on appelle des CIPER que vous allez faire, en tout cas des produits à action rapide, qui restent en action 20-24 heures, en gros, on va dire un jour ou deux maximum. Et il y a besoin de la présence. Donc se dire, parce qu'on l'entend trop souvent, je fais un petit nettoyage à l'occasion d'un désherbage, voilà. Si les insectes ne sont pas présents, les amis, ça ne fonctionnera pas. Et en plus, c'est nul. La vraie question, c'est est-ce qu'il y en a ou pas des insectes? Est-ce qu'il y a des pucerons dans votre parcelle? Alors, un des moyens, c'est le piégeage. Alors, le piégeage, c'est quoi? Je viens de le mettre. C'est un jalon sur lequel on colle une plaque engluée. Ça résiste à la météo, aux pluviométries. Moi, je ne les avais pas mis jusque-là parce qu'ils annonçaient tellement de l'eau tous les jours. Je venais voir visuellement à l'ancienne, mais sans avoir mis mes pièges. Là, j'ai mis mes pièges là, sur toutes les parcelles ici. Et j'en ai un sur la ferme principale, sur laquelle je n'ai pas piégé. Donc les pucerons, on le met du côté vent dominant, et les pucerons viennent se coller. On voit les vols de par le fait. On voit entre un jour et le lendemain s'il y a eu présence de vol. Donc s'il y a eu vol des ailés, on est donc très prudent sur la suite des événements. Tout ce qui va se passer, les colonies qui peuvent s'installer, etc. Donc voilà, donc ça c'est très important. Alors vous allez me dire, comme vous m'avez dit l'année dernière, mais on ne trouve pas de piège, Sam. Alors ça nous sidère. Vous aussi, ça vous sidère. Dans un monde où on bassine tout le monde sur la réduction de l'usage des produits phytosanitaires, on n'est pas foutu de donner des pièges aux agriculteurs. Alors on va faire des CSP, on va en parler tout à l'heure, des conseils stratégiques, mais on n'est pas foutu de donner des pièges aux agriculteurs, de donner ou de vendre des pièges, pourquoi pas, après tout, comme tout se vend. Alors voilà, c'est triste. Alors, quoi vous dire? Pour en trouver, c'est assez facile, puisque dans les jardineries, on en trouve pour les amateurs, on n'en trouve pas pour les professionnels. Non mais ça aussi, c'est un comble. Donc sur un site bien connu de vente en ligne, que vous devez tous connaître, qui commence par un A et qui s'appelle comme une marque de matériel agricole, vous allez trouver ce type de piège englué. Alors parfois avec des formes farfelues, mais au pire, vous achetez juste les plaquettes et vous les collez sur des jalons que vous utilisez pour vos traitements, par exemple, ou pour les bornes, etc. Voilà. Alors après, il faut venir les voir et il faut faire cette surveillance, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au mois de février minimum. Voilà les amis, pour ce qui est des insectes, on aura l'occasion d'en reparler. Alors évidemment, c'est pas parce que vous avez nettoyé qu'ils ne vont pas revenir, surtout si vous avez nettoyé quand il n'y avait personne, quand il n'y avait pas d'insectes présents. Voilà. Donc ce serait bien que cette action s'arrête, surtout qu'elle est souvent dans la phrase ajoutée « Oh bah vu le prix de l'insecticide ». Je sais que certains se reconnaissent. Donc maintenant on va parler des levées ici, puis ensuite du désherbage. Donc vous voyez un petit peu, je pense qu'on le voit avec le soleil, la bande, vous voyez, qui a été laissée. Donc on a, je pense, vous allez le voir, bien fait de faire ce travail du sol, je m'en doutais un peu. On a eu de la perte de pied, ça c'est pas le plus important parce que c'est pas si important que ça. Le plus gênant, c'est le côté un peu Tchernobyl sur l'aspect structure de surface, où évidemment pour le désherbage, c'est pas l'idéal. Chose qui m'inquiète bien, c'est la présence déjà de cils, de vulpins ou de raies grasses. C'est bien difficile à voir à ce stade-là, pour être franc. Et ça, c'est bien inquiétant, car il y a eu une application tout de suite derrière le semis, avec 2 produits racinaires associés à des doses nécessaires dans ce type de sol. Je vous rappelle, les doses de ces produits sont liées au type de sol présent. Et on voit déjà des relevés. Alors pour tous les agriculteurs, et je sais qu'il y en a beaucoup, qui ont privilégié parfois le semis
dans certains cas, et pas le désherbage, eh bien en fait vous êtes dans la merde les gars. Et les filles, vous êtes dans les ennuis. Alors, je vais me mettre au sens opposé du vent peut-être pour le micro. Mais vous êtes dans les ennuis, pourquoi? Parce que les produits qui sont à disposition aujourd'hui sont majoritairement des produits racinaires, comme on l'a déjà dit. Et quand il y a présence comme là de cils, de vulpin ou de raies gras, on sait déjà que l'efficacité, on a 30% dans la vue là, que de toute façon ça ne fonctionnera pas. Associer ça avec des produits foliaires, à l'automne on n'en a quasiment pas. Les produits qu'on fait, les Fosbury et autres, sont surtout racinaires, hein. Ils ont une action foliaire, mais elle n'est pas aussi forte que ce qu'on aimerait. Voilà. Donc en plus, quand c'est des cils, vous voyez, hein, impact, il faut une super pulvérisation pour arriver à toucher toutes ces plantes-là. Donc c'est bien entendu la partie racinaire qui marche le mieux. Alors on voit que par rapport au semis, justement, excusez-moi, hein, j'ai un petit peu d'as en ce moment, donc je tousse de temps en temps. Donc du coup, on a présence de résidus qui posent problème au fonctionnement des produits racinaires. Hein, ça, c'est un fait. Alors évidemment, c'est moins le cas sur la partie où nous avons fait, alors là, on avait fait une double densité, hein, volontairement pour bien se repérer. Et puis là, on a le semis donc, qui a été fait après le travail du sol. Je vous rappelle, ces parcelles n'avaient pas été touchées depuis 8 semaines au moment où on était venu pour semer. Et on a refait un travail finalement de mélange, de nettoyage en même temps. Alors on voit qu'on a un petit peu moins de présence de cils. Bon, ils ont le bout un peu cramé, alors on peut supposer qu'ils gobent quand même du produit. Mais voilà, ça m'inquiète déjà, hein, pour être franc. Ce sont des parcelles sales, c'est vrai. Mais je pense qu'on est nombreux déjà, par rapport au coup de fil qu'on a, à sentir que ça va être compliqué cette année, surtout qu'il n'y a pas de possibilité raisonnable d'intervention. Et je ne parle même pas de passage pour certains. Alors pour être franc, hein, honnêtement, nous on passerait, ça c'est sûr. Parce que, comme certains me l'ont témoigné dans les commentaires, le fait de garder la portance et la structure naturelle, c'est ce qui fait la différence. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui arrivent à passer, mais qui abîment les champs, c'est surtout qu'ils descendent jusqu'à la partie où il y a de la portance. Et la partie où il y a de la portance, c'est souvent la semelle, hein, de labour, ou l'endroit où il y a une horizontalité. Hein, voilà. Alors pensez bien à l'aspect piégeage. Et du coup, je vous emmène dans les parcelles de tournesol que nous avions préparées pour les semis. Et ensuite, on ira sur la ferme principale. Allez, on y va. Donc là, nous étions dans cette parcelle. Il y a celle de l'autre côté des bois là-bas. Et là, nous revenons dans la première que nous avons semée. Donc ce sont des limons, hein, extrêmement fragiles. Hein. Et vous voyez que les structures ont parfaitement bien résisté. On n'a pas non plus d'effet trop pervers du désherbage. Alors évidemment, ça marque un petit peu, hein, mais c'est important. Car en général, il n'y a pas ou peu de conséquences. Et là aussi, on observe déjà la présence de cils. Donc ça, c'est pas très rassurant, hein, pour être franc, les amis. C'est pas très rassurant. Donc là, il faudrait qu'on réintervienne, hein, une vingtaine de jours après l'intervention première. Ce serait l'idéal, mais je pense que on ne pourra pas le faire. Alors on est ici dans des sols drainés, hein, très humides. Très très humides. Alors nous sommes dans les parcelles de tournesol qui ont été préparées dans la dernière vidéo sur les travaux d'automne. Donc les deux parcelles là face à face, hein, donc il y a à peu près 25 hectares. Et il y en a une autre donc un peu plus loin où il y a une douzaine d'hectares. Donc vous voyez que sur la rive où on a travaillé un petit peu plus, alors il y a un petit carré comme ça, vous voyez que c'est déjà plus fragilisé. On a fait un petit peu plus de terre fine, mais bon, c'est juste pour un indice pour se dire, il y a quand même toujours un lien sur les résistances des structures avec le fait d'avoir fait de la terre fine. Après, dès qu'on rentre dans le champ où il y a moins de passage, on voit tout de suite que ça a bien résisté par le bionnage, bien entendu, par la texture, qui est une texture caillouteuse, quand même, hein, il y a un squelette quand même qui se fait, hein, par rapport à ça. Mais ça reste des sols avec peu d'argile, sur cette partie-là en tout cas. Voilà. Alors c'est vrai qu'on pourrait travailler, hein, pour être franc, on pourrait quasiment semer. Hein. Vous voyez, c'est pas gras. Vous voyez, on a les champignons aussi qui se développent. Donc c'est quasiment, voilà, alors c'est encore juste, hein, mais on aurait la journée d'aujourd'hui
Avec un peu de soleil, ce serait bien. Je pense que demain, on pourrait envisager dans l'après-midi un travail et qu'il y ait encore au moins la journée derrière pour le fleurissement du sol. Et c'est ce créneau-là qu'on n'a pas. Alors on pourrait le faire comme certains le font. Moi j'ai vu des gens dans le secteur venir 2-3 jours d'affilée. On se met un peu, il repleuvait dessus, on se met un peu, il repleuvait dessus. Enfin moi personnellement je ne veux pas faire ça. Donc je reste patient. C'est pas facile. Mais on se laisse jusqu'au 15 décembre pour faire ces blés-là. On va monter les densités. On va dépasser les 400 grains du mètre carré, ça c'est sûr, ça c'est certain. Voilà, notamment parce qu'on est dans des sols caillouteux. On a prévu de la semence suffisamment. Et ensuite, en variété, on va rester sur du chevignon. Et on a de l'ultime qui va nous permettre d'aller encore plus tard si c'est nécessaire. Voilà, il reste les maïs sur l'autre ferme. Donc on n'ira pas les voir, mais bon, on les a laissés sur pied. Parce que, toujours la règle de pouvoir tout de suite faire ce travail derrière de broyage, mais aussi éventuellement d'un travail du sol qui nous permettra, comme ici, de toujours y revenir. Donc certains on récolte en ce moment parce qu'il y a des petits créneaux pour le faire. Alors je sais que je reporte du travail, mais c'est un choix. Alors je vous propose d'en rester là pour ce site-là, et on va aller conclure cette vidéo sur la ferme principale. On est parti. Alors juste pour finir, un petit gros plan sur la structure justement permise par la limitation de la terre fine et le billonnage, qui fait que finalement on a une structure qui s'est bien tenue dans des sols fragiles à faible niveau d'argile, si on regarde en tout cas dans cette partie. La présence de cailloux limite les effets splash des gouttes, bien sûr, mais c'est pas toujours suffisant. C'est évidemment le procédé de limiter son travail, et je préfère sans doute que ce ne soit pas semé, car ce serait sans doute davantage refermé, car dans ces sols là on fait vite de la terre fine, donc il faut qu'il y ait ce fleurissement de la terre, que ce soit maintenant pour semer, mais aussi derrière le semis. En tout cas, c'est notre avis pour que les structures résistent. Alors écoutez, je vous emmène sur la ferme principale pour conclure cette vidéo. Alors nous sommes de retour sur la ferme principale, donc dans une parcelle de couvert qu'on avait dû voir au moment des semis. Donc vous voyez que les moutardes sont quasiment à ma hauteur, les petites moutardes d'Abyssinie là. Mais on a surtout un mélange qui s'exprime vraiment de manière harmonieuse à tous les niveaux. Il est propre surtout, ça c'est, j'insiste là-dessus. Là vous voyez, ça c'est des avoines rudes. Alors si on regarde, c'est vrai qu'on a un petit peu plus d'expression des moutardes dans cette parcelle, des crucifères en général. Alors sans doute par une disponibilité en azote un petit peu moindre, elles vont plus vite en tout cas à la floraison, puisque c'est ça la différence. Il y en a autant que dans les autres parcelles, mais elles s'expriment davantage, elles ont un petit peu plus d'avance. C'est aussi la première que j'ai semée, donc je crois que c'était au 20 août. Voilà, mais bon, elle a encore au moins 1 mois et demi, 2 mois devant elle, donc on va bien protéger ce sol assez fragile, superficiel pour partie, donc ça c'est plutôt positif. Donc voilà, c'est une année où on retrouve des couverts comme on les faisait. Voilà, donc ça fait plaisir évidemment. Bon, maintenant c'est l'excès d'eau dans l'autre sens, on l'a vu dans les parcelles, on est plutôt gâté, on n'a eu que 150 mm, on va dire que, 150 à 160, par rapport à d'autres secteurs où vous frôlez les 300 voire plus, et vu ce qu'ils annoncent encore cette semaine, c'est bien compliqué. Alors les amis, pour conclure cette vidéo, j'aimerais juste vous parler un petit peu des entretiens stratégiques, vous savez, ce dont on vous bassine depuis plusieurs mois, en tout cas pas nous, mais ceux qui nous entourent chaleureusement. Alors moi j'ai envie de dire, honte à toutes les chambres d'agriculture, honte à elles, de faire quelque chose en prenant autant d'argent, parce que c'est quand même ça la réalité, c'est une manne non négligeable, très variable en fonction des départements. Alors je vous invite dans les commentaires à nous dire les prix qui vous sont demandés pour passer cet entretien stratégique, qui dure 1 heure en moyenne, qui ne sert strictement à rien si ce n'est à récolter vos données, ça c'est quand même aussi la réalité, à faire un référentiel sur l'usage des produits phytosanitaires en France, ce qui n'existait pas jusque-là, ce qui servait de référentiel, comme on l'a déjà dit dans une vidéo dédiée sur ce système-là, c'était les fermes expérimentales, on va dire, éco-phyto. C'était ça qui servait de référentiel. Là, on va avoir le vrai référentiel. Donc attendez-vous, dans la suite des événements, si tout le monde s'inscrit, et pourquoi c'est reporté d'une année, on va dire, il y a une tolérance, paraît-il, mais on ne sait même pas si en 2024, en ayant rajouté une année de plus pour les passer, les organismes arriveront à passer tout le monde. Alors les organismes en plus sont gourmands, ils ont tout fait pour se les réserver à un moment donné, et l'avenir semblerait leur donner raison, puisqu'on parle dans le futur, au niveau européen, qu'il n'y ait que les chambres d'agriculture qui puissent passer ces certificats, entre guillemets, ces conseils stratégiques. Alors conseil qui n'est que de nom, vous n'allez pas ressortir avec une solution miracle pour réduire l'usage des produits phytosanitaires. Nous qui sommes agréés conseillers indépendants, on a dû passer un agrément dédié, histoire de bien nous embêter, pour pouvoir faire passer
les conseils stratégiques à nos partenaires, chose que nous ne souhaitons pas faire, c'est-à-dire qu'on va le faire d'une autre manière. On a conçu encore une fois un programme qui sera en ligne pour nos partenaires et ils feront ce qu'ils font dans la salle en payant je ne sais combien. Pour eux, ce sera gratuit, hein. Nos partenaires ne paieront pas ça. On aurait honte de prendre de l'argent pour faire ce genre de choses et encore plus d'y passer du temps. Car il me semble que sur le terrain, il y a beaucoup plus de choses à essayer de faire avancer que ce genre de système qui ne sert à rien. Il y a des dizaines et des dizaines de conseillers divers et variés, qu'ils soient indépendants ou pas d'ailleurs, qui vont vivre de ça pour les années à venir. Mais vous devriez avoir honte, pour être franc. Tout simplement, vous devriez regarder vos chaussures, car si passer les mois à venir, ça va être ça votre travail principal, comme le reste, hein, la réglementation. Alors, qu'est-ce qui a fait ça? Qu'est-ce qui fait que nous sommes tous obligés de le passer? C'est le fait qu'on est revenu, pour obliger les gens à passer le conseil, à ce que ce soit par exploitation. Et qu'il y ait un lien avec la politique agricole commune sur la conditionnalité. C'est ça qui va faire que tout le monde va être obligé de le passer. Et ça, c'est franco-français. C'est la profession en partie qui a demandé ça, car on craignait bien que les agriculteurs trouvent un subterfuge. Et le subterfuge, c'était de passer des certificats qui ne nécessitaient pas le CSP, puisqu'il n'y a que le certificat applicateur-décideur qui nécessitait d'avoir ce conseil stratégique. Je dis bien au passé, puisque depuis l'automne, ça a été modifié. Et donc maintenant, tout le monde est obligé de le passer si on veut conserver nos ailes. Alors, aide qu'on redonne indirectement à tous ces organismes. Donc je le redis encore, moi j'aurais honte si j'étais technicien dans une chambre d'agriculture et que mon boulot était d'aller faire passer des certificats comme ça de conseil stratégique alors qu'en fait c'est à la chaîne, c'est l'agriculteur qui fait tout le boulot et on vient lui mettre un tampon à la fin, sans conseil particulier innovant et voilà. Et puis de voir que c'est la distribution qui a les informations pour mettre la pression sur les agriculteurs comme si elle avait un intérêt dans l'histoire et l'intérêt il est évidemment de continuer à vendre des produits phytosanitaires, ça aussi c'est quand même choquant. Puisque nous qui sommes agréés pour ce conseil stratégique, nous n'avons pas les informations sur le report par exemple. On est inscrit dans un fichier national de gens qui sont entre guillemets homologués pour ce genre de système et finalement on n'a aucune information. Donc ça c'est la honte, c'est toujours la distribution qui gère les choses. Alors là aussi, si vous êtes distributeur, expliquez-moi quel est votre intérêt dans cette histoire, si ce n'est de faire tourner une machine en n'ayant encore une fois pas honte de prendre 250, 300, 400 € à des agriculteurs pour passer un vulgaire certificat qui est donné d'office, hein, il n'y a pas d'examen, il n'y a rien du tout. Et où en est l'amélioration de l'usage des produits phytosanitaires quand les agriculteurs ne peuvent même pas avoir des pièges auprès de vous, par exemple, hein, vous ou les autres. Hein. Donc voilà, donc vous allez dire, il tape un petit peu sur les organismes, mais parce que ça me tape sur le système de voir qu'on va dépenser de l'énergie et des moyens pour ce genre de choses qui ne sert à rien. Et tout le monde dit oui, c'est vrai, ça sert à rien, et on continue, et on continue. Alors pour finir, je vous dirais que ne croyez pas que ça va rester comme ça. Ce certificat qui est en train d'être passé, il va servir de base de données pour le futur. Hein, on va avoir une base maintenant pour pouvoir demander toujours plus, puisque ça n'a pas pu être fait avec Ecophyto, ça sera fait avec ce genre d'initiative. Donc on est tous en train de payer pour se mettre la corde au cou. Voilà les amis, et si vous ne me croyez pas, rendez-vous dans 2 ans, hein, en 2026, avec l'électronisation de toutes les bases de données et notamment de vos interventions phytosanitaires. Alors je pense qu'on serait tous mieux à aller voir nos champs comme on l'a fait ce matin et à essayer d'observer notre vrai métier avec la nature, vous pensez pas? Allez, sur ces belles paroles les amis, je vous dis à bientôt, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, pensez à la partager et puis pensez à vous abonner. À bientôt.